Bonsoir et bienvenue dans ce Dispute en double, le débat citoyen consacré à la réforme du baccalauréat mise en place cette année et dont les premières épreuves ont débuté cette semaine. Une réforme qui a du mal à passer. Lycéens, enseignants, parents d'élèves, la version du bac divise visiblement. Qu'est-ce qui va changer? Pourquoi tant d'opposition? Et dans quel but? On va en parler avec mes invités sur ce plateau. J'ai le plaisir d'accueillir Stéphanie Enfray. Vous êtes la présidente départementale de la FCPE, Fédération de parents d'élèves. Sylvia Missy, vous êtes présidente de l'Association des psychologues de l'éducation nationale. Vous êtes également formatrice d'enseignants à l'Académie de Créteil. Jean-Pascal Méral, vous êtes enseignant vous-même et secrétaire académique du SNES FSU. Enfin, François Coup, vous êtes le directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale. Merci à tous les quatre de participer à ce débat éminemment sur un sujet éminemment emblématique puisqu'il s'agit d'un patrimoine commun, le baccalauréat, notre histoire commune depuis plus de 200 ans. Alors, au fond, quand on touche à un emblème national, François Coup, est-ce qu'on ne prend pas un risque et est-ce qu'on ne prend pas justement le temps de la concertation? C'est justement ce que l'on vous reproche principalement dans cette réforme. La concertation a été longue et construite. Les réformes en cours se travaillent, s'appliquent progressivement, avec un objectif assumé, c'est une meilleure réussite de tous les élèves. Bon, ça, c'est le postulat de départ. Mais sur la concertation, on va peut-être demander à Madame Enfray, parent d'élèves, d'y répondre peut-être à cette question sur la concertation. C'est vraiment un souci qu'on entend, on verra les sujets, mais à la fois parents d'élèves, les élèves eux-mêmes, et puis les enseignants. C'est le reproche principal qu'on fait. Aujourd'hui, ce qu'on a, c'est que cette réforme, si nous, du point de vue de notre fédération, elle était attendue, la suppression des filières pour la mise en place de spécialités, sur le papier, ça correspondait à certains de nos vœux, de nos aspirations. La réalité, elle est tout autre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, de notre point de vue, on a une réforme qui se fait dans la précipitation. Voilà, ça c'est une réalité, une réforme qui se fait aussi à marche forcée, et tous ces éléments-là font que on a des élèves, des familles. Oui, c'est ça. On y reviendra sur le contexte. Alors sur cette question de la concertation, Jean-Pascal Méral, c'est aussi un des reproches du syndicat enseignant et de l'enseignant que vous êtes. Bien sûr, parce que là, donc, on nous dit qu'il y a eu concertation. Nous, on a tiré la sonnette d'alarme très très tôt. Alors d'une part, la réforme sur le fond, on a beaucoup de critiques à émettre sur cette réforme. Une fois que cette réforme a commencé à être mise en place, il faut savoir qu'elle se met en place cette année en seconde et en première en même temps. C'est une chose qui est inédite. D'habitude, quand une réforme se met en place, elle se met en place progressivement, seconde, première, terminale. Et ce qui se passe aujourd'hui sur les 3C, on va y revenir, mais on avait tiré la sonnette d'alarme. C'est-à-dire que tout ce qui se passe aujourd'hui, nous l'avons dit au ministre depuis plus d'un an. Donc nous ne sommes pas surpris. Très bien, on verra évidemment ce qui se passe. Juste un mot sur ces concertations. Je voudrais votre avis, Sylvia Missy. Alors je pense que sur la concertation, puis je vais peut-être du coup vous donner ce que j'entends aussi des élèves quand ils viennent me voir en entretien individuel ou en atelier dans le lycée où j'interviens, c'est que je crois qu'ils ont cru à cette réforme, aux idées générales telles que les exposait Monsieur Coup, mais qu'en fait ce qu'ils vivent est très différent. Très différent de ce en quoi ils ont cru. Et quand des adolescents croient en quelque chose et qu'ils sont déçus, ça fait mal. Et il y a beaucoup finalement une forme de déception qui est très forte que je rencontre chez la plupart des lycéens qui vivent cette réforme, en fait, par rapport justement aux grands traits qui sont tracés dans la concertation, mais pas justement tous ces détails concrets qu'ils vivent eux au quotidien. Mais on pourra en reparler. Oui, alors justement, on va essayer de voir cette nouvelle version du bac, c'est la conséquence de la réforme du lycée. Alors, de quoi s'agit-il exactement? Les précisions de Pascal Zudas. La réforme du baccalauréat, tout le monde en parle, mais de quoi s'agit-il exactement? De la fin des filières générales scientifiques, littéraires ou économiques et sociales, Jean-Michel Blanquer leur préfère un socle commun de connaissances et 3 spécialités. D'une refonte de la répartition des notes, désormais les épreuves terminales comptent pour 60% de la note, 30% relèvent d'un contrôle continu du type bac blanc, les 10% restants seront attribués au vu des bulletins scolaires des 2 dernières années de lycée. D'un nouveau calendrier, 5 épreuves au lieu des 10 de l'ancienne version, pas de changement pour le français écrit et oral, toujours dévolu à l'année de première. 4 examens de terminale, 2 spécialités sur les 3 présentées en mars, la philosophie et un oral sur un grand projet élaboré sur 2 ans en juin.
Le principe du rattrapage comme seconde chance pour décrocher le précieux sésame, quant à lui, est maintenu. Alors Jean-Pascal Méral, on a vu un peu le détail un peu de cette réforme. Alors qu'est-ce qui vous choque? Vous êtes pour ne rien toucher? Ah non, pas du tout, parce qu'on critiquait de toute façon la réforme précédente du lycée. Alors nous sommes attachés aux filières, mais pas les filières telles qu'elles existaient, des filières qui soient beaucoup plus ouvertes, voilà, des filières avec des grandes dominantes. Alors pour quelle raison? C'est parce qu'on estime que le parcours de l'élève, il se construit en cohérence avec des programmes et que les programmes doivent être en cohérence à l'intérieur d'une même filière. Aujourd'hui, on nous propose des briques, en quelque sorte des briques, comme si un empilage de briques pouvait faire en fait un parcours de formation. Et ce qu'on craint, et ce qui va certainement se vérifier, c'est que les élèves qui sont les plus éloignés du système scolaire par leur milieu social d'origine sont ceux qui vont être perdus dans les choix qu'on propose. Les bons élèves ou les élèves de ceux qui sont les plus favorisés, ceux-là on les fera réussir, on les fait réussir dans n'importe quel système. Ce n'est pas ceux qui nous intéressent aujourd'hui. Et ce sont d'ailleurs les études PISA qui le montrent, que le système français en fait a tendance à accroître les inégalités. Donc nous on voudrait une réforme qui nous permette de lutter contre ces inégalités. Et on a bien l'impression que là on va recréer à travers les choix des spécialités, les différences de spécialités qui sont offertes en fonction des établissements, justement des parcours d'excellence qui ne seront pas offerts à tout le monde. Et il est vrai que là, beaucoup d'élèves sont perdus dans le système. On peut demander à François Cousse de répondre à ce que vient de dire Jean-Pascal Méral, peut-être. Non, ce que dit M. Méral, je pense à peu près tout le contraire. Précisément parce qu'hier, on avait un système très sélectif avec une filière d'élite où on retrouvait majoritairement les élèves socialement très favorisés, les S. À côté, on avait les L et les ES. Aujourd'hui, on rend l'élève acteur de son parcours, il choisit ses spécialités, il est évalué progressivement, donc on casse, on fait évoluer un système de bachotage. D'ailleurs, les professeurs de lycée étaient les premiers à le dire. L'élève était plus ou moins absent, l'élève était plus ou moins concentré sur sa scolarité. Et un mois avant le bac, c'était la grosse opération bachotage. Là, l'ambition, c'est de s'inscrire dans un continuum bac-3, bac+3, progressivement, que le bac ne soit plus une fin en soi, mais soit le début d'autre chose, pour élever le niveau de qualification de tout le monde, et que les élèves les plus fragiles soient aussi dans cette ambition partagée dont tout le monde a besoin aujourd'hui. Alors, sur cette question des filières, vous êtes plutôt du côté de Jean-Pascal Méral, des enseignants, ou vous comprenez l'argumentaire de François Cousse? Alors, le système est inégalitaire, mais la réforme du lycée ne va pas pour autant en fait, détricoter ce système inégalitaire. Parce que le choix des spécialités... C'est-à-dire qu'on est dans un système d'inégalité et on le demeure malgré voire ou avec la réforme. Tout à fait, parce que ce choix des spécialités, on en a 12, il y en a 7 qui sont obligatoires, en fait, dans les établissements, mais il y a une inégalité territoriale, c'est-à-dire qu'on ne retrouve pas dans tous les territoires le champ des possibles, il n'est pas le même partout. Donc à partir de là, ça veut dire qu'on maintient aussi des inégalités. Autre élément, c'est la question de comment s'informer, quelle spécialité je choisis. Et il faut pour ça aussi qu'il y ait un travail avec l'élève. Il faut qu'il y ait un travail sur ces questions d'orientation. Et malheureusement, les moyens ne sont pas nécessairement à la hauteur, et notamment sur la question de l'orientation. Quelle spécialité choisis, laquelle je vais abandonner, faire le lien avec le parcours. Oui, donc là, on peut demander peut-être l'avis de Sylvie Amici sur cette question de l'orientation du choix, qui est un choix toujours difficile pour un élève. Vous considérez, vous, au fond, que ce choix des 12 spécialités est un choix aujourd'hui difficile, qui n'est pas... Parmi il se fait pour beaucoup à l'aveugle, puisque le système scolaire, de toute façon, de l'enseignement supérieur, est aussi en train de bouger en même temps. C'est-à-dire que là, vous nous interviewez et vous nous proposez un débat sur la réforme du bac, mais il faut savoir qu'en même temps, il y a une réforme de l'accès à l'enseignement supérieur, il y a une réforme, par exemple, des études de médecine, c'est-à-dire que tout le paysage bouge à une vitesse qui fait que même en travaillant profondément l'information des élèves et des familles, l'information qu'on peut leur donner au moment où ils prennent la décision, de toute façon ne sera pas valable à 2 ans. Oui, donc tout est corrélé, ce que vous voulez dire. Voilà. Bon, mais là, je peux faire qu'une réforme du bac, je suis désolé. Et madame. par rapport à la réforme du bac, sur la réforme... Oui, mais voilà, je comprends que c'est tout est un corrélé, ensemble. Que donc, c'est un même ensemble. Et je pense que c'est un ensemble qui est pensé comme étant un ensemble, de toute façon. Qui réfléchit, qui construit dans l'intérêt de l'élève. Donc c'est des pièces qui s'assemblent. On ne peut pas les regarder indépendamment. C'est un pulse. Pour revenir sur cette question que pose Madame, normalement, il devait y avoir 54 heures
consacrés dans les établissements à justement la découverte des parcours, les spécialités, etc. Ce que l'on voit actuellement, c'est que dans les lycées, par la mise en place notamment des E3C, la préparation de Parcoursup, c'est-à-dire tout ce qui submerge les chefs d'établissement, parce qu'il faut bien dire qu'actuellement, je suis témoin de chefs d'établissement, de lycées qui sont submergés par les demandes institutionnelles, qui se superposent et qui s'emboîtent. Ces 54 heures, pour l'instant, il y a très peu d'établissements qui sont en mesure de les faire vivre, voire même là où ça pouvait exister, la réforme du lycée empêche que ce qui existait et qui se faisait, qui était bien, puisse continuer de se faire, très paradoxalement. Voilà. Ce que je peux dire à propos. Ce sont des bonnes intentions, mais finalement, dans les faits, sur le terrain, c'est pas applicable, c'est pas appliqué. Si, c'est applicable, c'est appliqué, et tout le monde est en soutien pour que les choses se passent le mieux possible. En même temps, il ne faut pas tout mélanger. D'un coup, on parle des E3C. Non, mais on va y revenir sur les E3C, mais là, c'est un ensemble qui réfléchit, c'est cohérent. Après, personne ne minimise que les choses s'installent progressivement, que les choses, pour l'instant, se passent bien. On y reviendra tout à l'heure. C'est pas le hasard qui fait qu'aujourd'hui, ça se passe comme ça. C'est réfléchi, c'est construit au service de l'élève. Les E3C sont bien en lien avec le choix de spécialité et donc la façon dont les jeunes vont pouvoir se projeter dans des choix de spécialité et les moyens qui sont mis et le temps que les établissements arrivent à mettre à disposition des élèves pour coordonner ces actions. Et je le répète, la mise en place des E3C Alors sur les E3C, on va y revenir, évidemment, pour ne pas tout mélanger, parce qu'il en était sur, au fond, les filières, la réorganisation du baccalauréat. Pour rester sur ces spécialités, François Coux, Madame Onfray disait qu'il y a, au fond, un système inéquitable selon la géographie, le territoire, parce qu'il y a 7, à minima, spécialités proposées, et puis 5 qui pourront l'être selon la disponibilité des établissements. Ce qui veut dire qu'au fond, tout le monde ne sera pas logé à la même enseigne, selon qu'on soit dans la Creuse ou en Gironde, en quelque sorte. En tout cas, le choix ne sera pas le même, on est bien d'accord. Non, mais le choix ne sera pas le même, mais l'offre offerte aux élèves est parfaitement la même. Voire, on fait un effort singulier, et Mme Onfray, qui est particulièrement active sur la Gironde, a dû le constater. Sur les lycées de Gironde, on est même allé, en termes de moyens, très concrètement, à donner plus aux petits lycées ou aux lycées ruraux pour que précisément l'offre éducative soit la même à Bazas, à Langon, à Sainte-Foy-la-Grande ou dans les lycées de Bordeaux. C'est-à-dire, mais juste pour être précis, les moyens, c'est lesquels? C'est quoi, par exemple? C'est les moyens horaires que l'on notifie aux établissements pour qu'ils puissent s'organiser, qu'ils puissent calibrer leur structure, mettre en place les enseignements de spécialité, et mettre également en place des options. Et on s'assure que l'offre éducative est évidemment la même à la ville et à la campagne. Mais ce ne sera pas le cas, puisque tout le monde ne pourra pas avoir le même choix des mêmes spécialités, François. Si, on installe les spécialités, autant dans les petits lycées ruraux que dans les grands lycées bordelais. Et on l'a fait l'année dernière pour les premières, on continuera à le faire pour la rentrée 2020, pour les terminales. Parce qu'on a un peu le sentiment... Alors, allez-y, Jean-Pascal Miral. Je voudrais quand même intervenir là, sur cette question des moyens, parce que ce n'est pas tout à fait vrai, ce n'est pas ce qu'on vit sur le terrain. Les spécialités ont été financées à hauteur d'un groupe par division de première. La difficulté qu'il y a, c'est que quand on est dans un lycée de petite taille ou de taille moyenne, si on veut offrir la totalité des spécialités aux élèves, leur laisser le choix, comme c'était la consigne, les élèves vont se répartir et on va avoir beaucoup plus de spécialités, de groupes de spécialités, et ce ne seront pas des groupes à 35. Et là, donc, il va falloir ouvrir, par exemple, s'il y a 6 classes de première, il faudra ouvrir 10 ou 12 spécialités. Et là, les moyens ne sont pas donnés. Et la réponse de l'administration, c'est prenez sur la marge, puisqu'il y a une marge à hauteur de 8 heures. Cette marge, théoriquement, elle est destinée à faire des groupes à effectifs réduits, à mettre en place des dispositifs pédagogiques innovants. Et donc, dans les petits établissements, on est obligé de la prendre pour les spécialités et on ne peut pas l'utiliser. C'est là que se trouve l'inégalité. Dans les grands établissements, la marge est un petit peu moins utilisée à ça. Et encore, parce que quand vous avez parlé des options, je rappelle quand même une chose, c'est que dans notre académie, les options ne sont plus financées par le rectorat. C'est-à-dire qu'on nous donne la possibilité d'ouvrir des options, mais débrouillez-vous avec les moyens qui vous sont alloués pour financer ces options. Donc là aussi, il y a une inégalité de fait entre des grands établissements
qui vont jouer sur l'effet de taille et des plus petits établissements qui vont obligatoirement réduire les options. C'est-à-dire que c'est plus un diplôme national, vous voulez dire, si tout le monde n'a pas le choix d'options, c'est le bac? Pour le diplôme national, on y reviendra sur le bac lui-même, mais non, c'est-à-dire que les conditions d'enseignement ne sont pas les mêmes, d'une part. Certains vont pouvoir profiter de groupes à effectif réduit et pas les autres, oui, d'accord. Et les choix qui sont offerts sont réduits. Et je voudrais répondre aussi sur le bachotage. Donc ça fait 2 écueils quand même, là, sur ces et je voudrais répondre sur le bachotage aussi, c'est-à-dire que quand on nous dit qu'avec le contrôle continu et les E3C, c'est fini le bachotage, c'est pas vrai. Au contraire, le bachotage est renforcé puisqu'on est en perpétuelle évaluation et que toutes les évaluations ont en fait une importance sur le bac. C'est-à-dire que ce qu'on appelle, nous, dans notre langage pédagogique, l'évaluation formative, c'est-à-dire celle où on va évaluer les élèves, mais ils ont le droit de se tromper, puisque justement, ils sont en formation. Ce sont des notes qui ne seront pas nécessairement comptabilisées. On n'a plus le temps de faire ça. Ouais. Puisqu'on nous impose des épreuves supplémentaires. Et donc, c'est la course, alors d'une part à la note, d'un côté, et d'autre part pour les élèves, je vous assure qu'il faut les interroger. Ils sont stressés. Oui, on va y revenir. Donc, sur cette question, vous vouliez intervenir, là, vraiment, on est sur la même analyse. C'est-à-dire que, et ça, on l'a souligné dès l'an dernier. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec ces épreuves de contrôle continu, de 3C, sur 18 mois, en fait, d'épreuves. Voilà. C'est plus une année, entre guillemets, de bac, c'est 18 mois. 18 mois où on est effectivement dans du bachotage. Et oui, on le constate aussi. On a des élèves qui sont anxieux, qui sont stressés. On est dans un système où on les met sous pression. D'accord. Justement, oui, allez-y. Oui, je voudrais rajouter en plus, donc là on est dans l'année de première, mais l'année prochaine, en terminale, les 2 enseignements de spécialité qui sont conservés, dans votre audio, votre collègue le disait, ça sera en mars que l'évaluation se fera des 2 enseignements de spécialité, c'est-à-dire les 2 gros coefficients d'enseignement de spécialité. Et en mars, on est en plein dans Parcoursup, c'est-à-dire le moment où les élèves font leurs vœux, leur choix, qui est déjà une période stressante. Mmh. Et on ne sait pas en plus, puisque j'ai eu beau chercher dans les textes, comment s'articuleront les notes obtenues aux enseignements de spécialité, qui quelque part fondent la spécialité de l'enfant telle qu'il la souhaite, et ses vœux vers l'enseignement supérieur. Vous voyez l'impact ? Voire même, on peut se poser la question, le 3e trimestre, les enseignements de spécialité, ils deviennent quoi ? Est-ce que ça veut dire que les enseignements de spécialité, ils sont enseignés simplement sur une année et demie ? François Couille, il y a quelques réponses à apporter. Là, vous observez que mes 3 contradicteurs sont très favorables aux réformes. Sur les moyens, et sur les moyens, parce qu'il faut quand même insister, et M. Méral le sait très bien, les petits lycées ruraux sont mieux dotés ou sont dotés différemment pour permettre d'offrir les enseignements de spécialité comme dans les grandes villes. Vous faites référence à la barre ou au groupe ou aux classes A35. Pour les enseignements de spécialité, en Gironde, on a un certain nombre de classes où les élèves sont parfois 10. Ça nous va très bien. On ne cherche pas à faire des groupes à 35. Donc on a une entrée qualitative, on a une offre éducative qui permet à l'élève de choisir, de s'engager dans un parcours, je le répète, avec une logique, Bac-3, Bac+3. Donc voilà, ça c'est une réalité en Gironde. Dans tous les lycées. C'est d'assurer le financement. Oui, mais c'est effectivement les groupes à 10. Je vous demande juste d'assurer le financement sans prendre sur la marge horaire. Et on va le vérifier dans la préparation de la rentrée prochaine. Oui, mais l'offre éducative est la même partout. Et ça, j'attache beaucoup d'importance parce qu'il ne s'agit pas de dire d'un côté, il y aurait les lycées ruraux, de l'autre côté, il y aurait les lycées de centre-ville. On est très attaché à amener à offrir la même offre. Mais pour le coup, tous les enseignements de spécialité ne sont pas avec des groupes à 10. Non, il y a une rupture manifeste. En tout cas, c'est ce que les élèves... moi, je pense que des parents là, qui nous entendent ou des élèves voient bien qu'effectivement, certains, dans certaines spécialités, vont être sur des groupes à 10, super. Mais eux, parce que la spécialité est plus choisie, ils vont se retrouver... Ils ne sont pas dans des groupes à 10, ils n'ont pas du tout les mêmes conditions de préparation de leur enseignement de spécialité. C'est le cas dans tous les lycées de l'académie et dans tous les lycées du département. Il n'y a pas de spécificité, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, entre le rural et l'urbain. Oui. Et sur ce choix, ces options de spécialité, là, vous dites qu'il peut y avoir des groupes à 10 ou des groupes supérieurs, mais qu'est-ce qui prévaut à l'adoption, à la validation pour un élève de telle ou telle spécialité ? C'est sur quels critères ? Sa demande.
Simplement sa demande. Sa demande. Donc il peut y avoir des grandes disparités. Les spécialités les plus attractives peuvent se retrouver. Oui, tout à fait. C'est ça. Alors ça, c'est sur le papier quand vous dites sa demande. En réalité, c'est renvoyé à l'organisation interne de l'établissement, donc c'est-à-dire au chef d'établissement. Et le chef d'établissement travaille bien sûr dans une enveloppe fermée. Donc il y a un moment où le chef d'établissement est obligé de faire des choix. C'est-à-dire que parfois, il ne va pas maintenir une spécialité à 10, tout simplement parce que c'est trop gourmand en heures, et donc il va faire des pressions plus ou moins amicales sur les élèves, plus ou moins fortes sur les élèves, pour tenter de les convaincre de faire d'autres choix. Et en règle générale, les parents, ou alors on leur dit il va falloir aller dans un autre établissement qui va offrir cet enseignement de spécialité, et bien entendu, les parents préfèrent que l'élève reste dans l'établissement secteur. Mais moi, je peux pas les. C'est une réalité, ça. C'est ce qu'on vit nous au quotidien. C'est pas une réalité sur 10 élèves. Ça peut être une réalité sur des spécialités où effectivement il y a 2-3 élèves qui demandent la spécialité. Oui, là, M. Méral, vous avez raison. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là ? Soit on met les établissements en réseau pour que, notamment sur les zones urbaines, l'élève puisse suivre la spécialité avec d'autres à élèves, côté, d'autres établissements. avec une organisation pédagogique construite, soit à la marge, on peut offrir le CNED, et c'est aussi le cas, des élèves suivent leur enseignement de spécialité avec le CNED, c'est une offre faite, et un accompagnement particulier dans l'établissement. Donc oui, sur les spécialités qui sont demandées par un nombre très restreint d'élèves, mais à 10, il n'y a eu aucun problème nulle part. Parce que les chefs d'établissement ont aussi la conscience... Vous dites, M. Couy, il y a un seuil en dessous duquel vous serez... Non, il n'y a pas de seuil. Après, il y a une approche et raisonnable, avec un dialogue avec les familles. Les chefs d'établissement font pression sur personne. Les chefs d'établissement sont dans le dialogue, sont dans la réflexion pour trouver la meilleure réponse possible, et on peut leur faire confiance là-dessus. Vous savez qu'ils sont très bons. Alors, si je peux me permettre d'intervenir sur cette notion de dialogue, parce que ça concerne aussi les parents d'élèves. Donc jusqu'à présent, quand les élèves choisissaient une filière de première, avec tous les défauts, on n'embellit pas l'ancien bac, on est bien d'accord. Mais n'empêche qu'il y avait, s'il y avait des accords, il y avait des instances, des commissions d'appel qui permettaient à la famille de faire valoir, elle, ce qu'elle souhaitait pour son enfant, s'il y avait des accords. Ces commissions d'appel n'existent plus, liées au choix d'enseignement de spécialité, puisque l'enseignement de spécialité, c'est un dialogue. D'accord, mais juste pour être précis, position à laquelle siègent à la fois des enseignants, qui ne connaissent pas l'enfant, qui faisaient une famille avait ce recours possible suite à la décision du conseil de classe, parce qu'il y a aussi la décision du conseil de classe, c'était une instance démocratique, et là, collective. Il n'y en aura plus. D'accord. Il n'y en a plus. Ça va se passer entre le chef d'établissement et les familles. Ou parfois la charge du professeur principal aussi. Voilà. Mais donc, cette notion de dialogue, je trouve qu'elle est, en tant que psychologue, elle est très complexe, voire presque perverse, parce que le dialogue, c'est de gré à gré. On sait bien qu'on est dans une relation dissymétrique entre les familles et un enseignant ou un chef d'établissement. Et donc, le dialogue sur le fait qu'un enseignement de spécialité soit bien choisi ou pas bien choisi, qu'il y ait de la place ou qu'il n'y ait pas de la place, vous voyez bien que très bien, ça peut devenir un discours d'influence. Et je pose la question de la disparition, quelque part, de ces instances démocratiques, de la même manière qu'on a bien vu les difficultés à tenir des conseils de classe, vu la dispersion des élèves d'une même classe dans un tas d'enseignements de spécialité. Il y a des lieux comme ça de dialogue, famille, équipe, qui étaient des lieux collectifs de démocratie qui, je pense, sont mis à mal. Alors, je ne dis pas qu'ils disparaissent, qu'ils sont peut-être à reconfigurer, mais qui sont mis à mal et qui, en ce moment, sont dans un flottement. Les parents n'ont plus les recours qu'ils pouvaient avoir. Madame Enfray, les parents n'ont plus ce recours. Ces espaces de dialogue, ces lieux de dialogue, ils disparaissent. La question du dialogue, elle va se poser de toute façon, effectivement. Le dialogue, il peut être insidieux. Certains chefs d'établissement, pour des questions pragmatiques, parce que toutes ces spécialités en termes d'emploi du temps, de gestion, c'est très, très compliqué. Ça a été aussi un des éléments qui nous a dit « attendons ». Faisons un report de la réforme, c'est que certains ont tendance, par exemple, à reproduire en fait les filières. Et du coup, dans le dialogue, à aller vers écoutez, tu aimes bien les mathématiques, SVT, allez, prends physique. Voilà, c'est que là aussi, c'est aussi un moyen de gérer quoi finalement ? L'emploi du temps, c'est un moyen de gérer le groupe classe, etc. Et donc là, on voit très bien effectivement que le dialogue peut être biaisé et tout va être, j'en reviens aussi à la question de l'information par rapport aux spécialités, par rapport ensuite à notre parcours supérieur, c'est que du coup, il faut avoir accès à l'information pour pouvoir arriver à faire ce dialogue, entre guillemets, en toute connaissance de cause. Il y a aussi une autre
autre problématique, c'est le conseil de classe. Effectivement, ça c'est quelque chose aussi où on a été, je dirais, vigilant à dire attention que le conseil de classe ne devienne pas une coquille vide. C'est effectivement une instance de dialogue et ça doit le rester. Et donc toute la problématique du conseil de classe, vous imaginez le nombre de professeurs potentiellement qu'il faut quand vous avez un groupe classe qui a X spécialités. Je voudrais justement dire pour le nombre de professeurs pour les conseils de classe, ça monte à plus de 40 professeurs qui interviennent dans la même division. C'est-à-dire que si on veut tenir les conseils de classe avec l'ensemble des enseignants, il faudrait réunir 40 enseignants. Donc ce qui montre bien, quand on parlait tout à l'heure, la question de départ sur la préparation de cette réforme, la question des conseils de classe n'a jamais été abordée par l'administration. C'est-à-dire qu'ils ont semblé découvrir cette difficulté au moment des premiers conseils de classe. Et il y a une autre question qu'il va falloir aussi aborder, c'est la question du grand oral, parce qu'on en a parlé tout à l'heure dans le sujet sur ce grand oral qui est un des piliers de la réforme, qui a été voulu par Pierre Mathiot. Il se prépare en 2 ans, c'est ce que vous avez dit dans le sujet. Nous n'avons pas, pour l'instant, à l'heure actuelle, l'ombre de la première ligne d'un texte sur le grand oral. Nous sommes au milieu de l'année de première. Nous ne savons pas ce que sera ce grand oral. Nous ne connaissons pas la nature de l'épreuve. Nous ne savons pas quand est-ce qu'on préparera ce grand oral et dans quelles conditions. Et pourtant, des piliers de la réforme. C'est normal, ça, François Coude, de ne pas le savoir, là ça. Mais attendez, par rapport à ce qui a été dit, si on considère que le dialogue, c'est pervers, c'est sûr qu'on est quand même mal parti. Le dialogue, c'est la base de l'accompagnement de l'élève avec les professeurs qui font un travail formidable, avec les parents et avec les chefs d'établissement qui sont quand même dans un schéma qui est à l'opposé du tripatouillage où toi je vais te mettre là, toi je vais te mettre là. Non, le chef d'établissement, son objectif avec les équipes pédagogiques, c'est d'accompagner l'élève, c'est de construire un parcours et c'est de créer les conditions de la réussite. Et on peut souligner que le travail, parce qu'on nous avait expliqué que les emplois du temps seraient infaisables, que les emplois du temps ne seraient jamais prêts pour la rentrée, le travail fait par les chefs d'établissement cet été a été remarquable et vous avez pu observer qu'à la rentrée, les choses se sont bien passées. Donc, anticiper, réfléchir, je pense que c'est le cas. Maintenant, il y a une mise en œuvre qui mérite un accompagnement et une vigilance de tous les instants. Tout le monde est au travail, on est parfaitement serein parce que les choses avancent et les choses avancent positivement. Oui. Juste une question, après on va revenir sur les E3C puisqu'on en a parlé, mais pour expliquer un peu, justement sur ces spécialités, sur ces 12 offres au fond, on diversifie l'offre finalement pédagogique. Qu'est-ce qui concourt à cette idée-là au fond? On rend l'élève acteur de son parcours, on le responsabilise davantage. Et on en fait aussi en partie un levier de motivation. Qu'est-ce qu'on a constaté à cette rentrée? Les élèves se sont moins orientés en voie technologique, se sont mieux orientés ou davantage orientés en voie générale parce qu'ils ont trouvé leur compte en réfléchissant à leur combinatoire, en se sentant responsabilisés. On va souvent dans les établissements. On a fait un certain nombre de lycées girondins sur le premier trimestre. Il y a des comités de suivi académiques, nationaux. Le discours des élèves, il est très largement positif. Il y a parfois un brouhaha permanent qui voudrait laisser croire que les élèves sont perdus, que les élèves n'y trouvent pas leur compte. Aujourd'hui et à moyen terme, les élèves sont acteurs de leur parcours. Okay. Mais je reviens un peu sur ces 12 choix, enfin 7 à minima plus 5, ils ont été décidés comment? En concertation? Comment ça s'est fait sur le libellé de ces spécialités? Le choix, l'émergence même des spécialités, personne n'a travaillé tout seul dans son bureau. Il y a eu un long travail de réflexion avec des comités installés au niveau national, avec à la manœuvre, notamment dans la définition et dans le contenu des E3C, des professeurs. Donc là, tout le monde est d'accord sur des inspecteurs. Sur cette offre. Non, on n'est pas d'accord parce que effectivement, ça a été au départ fait en concertation avec des démissions quand même successives, justement dans la construction des programmes et des spécialités de personnalités assez importantes qui étaient en désaccord avec le ministre. Et notamment dans la construction de ces spécialités, par exemple, il y a une grosse difficulté, c'est la place des maths. C'est-à-dire que le ministre a fait le choix de sortir les maths du tronc commun, alors qu'on pense que les maths font partie effectivement de cette culture commune nécessaire aux futurs, aux citoyens du XXIe siècle, et que c'est aussi un enseignement nécessaire pour la poursuite dans bon nombre d'études. Et donc, le choix qui a été fait, c'est de faire une spécialité mathématique très très ambitieuse, théoriquement réservée à des élèves qui avaient vocation à faire des études plutôt scientifiques. Et les autres
et les autres. Donc ceux-là, effectivement, plus de maths du tout. Et sauf qu'ils en ont besoin. Donc ça crée des difficultés. Et sur le choix des spécialités, il y a aussi quelque chose, j'attendais ce que M. Coup le dise, c'est que toutes les spécialités se valent, puisque la rectrice nous le dit en permanence, le ministre nous le dit aussi. Le choix des spécialités n'est pas déterminant pour la poursuite des études. Donc on est en train de nous dire, quelles que soient les spécialités choisies, les élèves peuvent faire n'importe quel type d'études. Alors on pousse le raisonnement jusqu'au bout. Et on pose... ça paraît surprenant. Je voudrais juste terminer mon exemple parce qu'il est intéressant. C'est-à-dire que si on suit le ministre et la rectrice, un élève qui n'aurait fait ni de maths ni de physique en spécialité pourrait prétendre à une classe préparatoire scientifique. On interroge les établissements justement, on va profiter de François Coup pour répondre à cette question. Je vous invite à suivre la rectrice et le ministre, vous serez un professeur très heureux. Il y a aussi une volonté, et je le répète, de travailler l'entrée dans l'enseignement supérieur et une meilleure réussite de l'enseignement supérieur. Je pense qu'on est au moins d'accord sur une chose, on n'est pas nostalgique d'un ancien système où arriver au niveau du supérieur, c'était quand même très compliqué. Oui, non, mais François Coup, la question, c'est pas ça. C'est la question que je vous ai posée, c'est quelqu'un qui n'a pas bénéficié de spécialité de mathématiques ne peut pas prétendre à rentrer dans une faculté de sciences. Enfin, je veux dire, ça paraît un non-sens. Non, il y a une visibilité qui est donnée à l'élève pour faire ses choix. Moi, j'invite tous les parents d'élèves à aller sur Horizon 21, qui donne des réponses précises au regard du souhait de l'élève en termes de poursuite d'études, en termes d'attendus et en termes d'accompagnement. J'ai d'ailleurs assisté à une séquence avec une psychologue de l'Éducation nationale qui accompagne les élèves sur ce champ-là pour rentrer dans la logique qui est présentée institutionnellement et derrière accompagner l'élève au cas par cas, parce que ce n'est pas une recette magique pour tout le monde. Il y a une volonté de faire du cas par cas pour chacun des élèves, l'éclairer et lui permettre de faire des études de réussite derrière. Allez, je vais juste... alors, vous avez beaucoup parlé des E3C. Ces épreuves ont débuté en début de semaine. Elles ont connu, il faut bien dire, quelques perturbations dans certains établissements de la région. Et même certaines ont été annulées, certaines épreuves. Regardez ce reportage de Karim Jbali et Pascal Lécuyer. Non à ces évaluations prévues dans la nouvelle réforme du bac. Ici, au lycée Mauriac, ces épreuves prévues à 13h ont été tout simplement annulées. Les élèves ont rejoint le mouvement initié par les professeurs, un mouvement d'opposition à la réforme du bac. C'est une réforme qui est totalement injuste dans la façon de la concevoir. Les E3C sont juste la partie émergée de tout cet iceberg de la réforme que la réforme met en place, de bachotage, de concurrence entre les élèves permanente et de dysfonctionnement aussi dans les programmes et dans les façons dont on nous donne les informations au compte-gouttes et de façon très partielle. Du côté du lycée Gustave Eiffel, le mouvement a commencé ce matin à 7h. Ne rentrez pas! Vous vous rendez pas compte? Vous allez travailler sous la protection de la police! C'est quoi ça? Les professeurs ont dû donner de la voix pour inciter leurs élèves à ne pas participer à ces évaluations. Des élèves devaient passer leurs premières épreuves ce matin. Sauf que cette réforme a été bâclée et préparée de façon plus qu'approximative. Ils sont à peine préparés puisque depuis en 3 mois, préparer une épreuve de bac anticipée, c'est très compliqué. Et puis encore une fois, ça supprime l'équité du baccalauréat au niveau national. Mais malgré cette impréparation de cette première session d'examen, le rectorat affiche une belle sérénité. Les sujets qui ont été proposés par les professeurs, ils tiennent compte de leur progression sur les 3 premiers mois de l'année scolaire. Ils ont travaillé régulièrement. Ce sont des épreuves qui valorisent le travail régulier. Donc, puisque c'est du contrôle continu, on ne va pas le reporter. Sur 34 établissements concernés, 2 ont reporté leur examen, à Orthez au lycée Gaston Phébus et au lycée François Mauriac, ici à Bordeaux. Mais le mouvement de contestation, lui, n'est pas prêt de déposer les armes. Alors, François Coup, le mouvement n'est pas prêt de déposer les armes. Combien d'élèves ont réussi à passer les épreuves lundi pour l'Académie de Bordeaux ? Lundi, mardi, 85% des épreuves se sont déroulées tout à fait normalement. Et aujourd'hui, mercredi, 100% des épreuves se sont déroulées tout à fait normalement. Ça ne veut pas dire que tous les élèves se sont présentés comme ils auraient dû se présenter. Et ça, c'est regrettable. On continue à travailler en concertation avec tout le monde. Ces épreuves doivent se passer.
vous me permettrez quand même de dire qu'à quel point c'est regrettable quand des enseignants disent à des élèves « ne rentrez pas ». Demain, comment ces mêmes enseignants vont arriver à ce que les élèves rendent leurs copies en temps et en heure alors qu'on piétine l'institution. Donc je pense qu'il y a matière à dialoguer, il y a matière à réfléchir ensemble, mais n'allons pas trop loin dans l'organisation du désordre. Mais justement, sur les conditions d'organisation de ces épreuves, là on peut penser qu'elles sont un peu perturbées. Est-ce qu'elles vont être validées? Parce que, au fond, l'impact pédagogique là, sur ces épreuves, il est discutable, non? Enfin, en tous les cas. En tout cas, c'est regretté. Chaque fois qu'il y a du désordre. On a vu des élèves sortir, on a vu des élèves rentrer. Chaque fois qu'il y a du désordre, c'est éminemment regrettable. Après, je pense qu'il y a matière à réfléchir ensemble, à travailler ensemble pour que l'établissement puisse bien faire son travail. Parce que derrière, je le répète, il y a des élèves, il y a des enjeux importants pour eux, pour leur famille. Il y a aussi des chefs d'établissement et beaucoup d'enseignants qui ont travaillé. Et collectivement, on doit faire fonctionner le système intelligemment et en proximité. Oui, Jean-Pascal Méral, la réforme est en train de passer quand on écoute les chiffres. Bien entendu, là, les épreuves commencent à se dérouler. Nous, on tire la sonnette d'alarme. On a écrit, alors le on est extrêmement large, c'est-à-dire l'ensemble des organisations syndicales, y compris les organisations syndicales qui accompagnent la réforme, dont on ne fait pas partie. Et celles qui sont contre la réforme et celles qui accompagnent la réforme. Bien dire. Et puis 65% des Français sont pour la réforme. On écrit au ministre en demandant l'abandon de la première session des E3C, c'est-à-dire quand même une revendication qui était extrêmement limitée, parce qu'on n'était pas en capacité de la faire passer de bonne façon, de façon sereine et avec un intérêt pédagogique. Il faut savoir que les banques de sujets ont fini d'être abondées pendant les vacances de Noël, c'est-à-dire à peine 3 semaines avant le début des épreuves. Alors bien sûr, du côté de l'administration, on va nous dire, vous avez des sujets à votre disposition, sauf que quand on regarde les sujets, qu'on les observe, il y a des sujets qui ne sont pas faisables, il y a des sujets qui comportent des erreurs. Nous n'avons pas le droit de panacher les exercices des sujets parce que voilà, il y a cette contrainte. Oui, c'est ce qu'on entend, Jean-Pascal. Impréparation, difficulté, des sujets qui sont pas d'accord. Et donc il est logique pour nous, et je pense que ça relève même de notre fonction de refuser à un moment donné de participer à une épreuve dans laquelle on met les élèves dans le mur. Oui. C'est la réaction de collègues. Et pourquoi certains collègues ont eu des réactions qui vous semblent disproportionnées, c'est parce que nous n'avons pas de réponse de notre administration. Et donc, ça pousse à quoi? Ça pousse à des révoltes individuelles, et y compris parfois à des révoltes qui se retournent contre les enseignants eux-mêmes. Il ne faut pas oublier qu'on a aussi des difficultés dans notre métier, et que ces difficultés, pour certains collègues, à des situations extrêmes. Et donc nous, c'est pour ça que nous sommes très inquiets. Et voilà, je pense, ça explique certains propos qui ont été tenus par les collègues. Vous pensez aussi qu'il aurait mieux valu prendre un peu plus de temps, peut-être la reporter à l'année prochaine, cette réforme, qu'elle serait passée beaucoup plus facilement? Dans tous les cas, au fil de ce qu'on a dit toutes les minutes précédentes, oui, il y a autant d'éléments qui nécessitaient, en tout cas un report. Notre fédération au niveau national, au niveau départemental, dès le mois de décembre, nous avons appelé à ce qu'il y ait un ajournement de ces épreuves. On l'a encore fait via un communiqué de presse au niveau de la FCPE 33 il y a une semaine, parce qu'il nous paraissait évident que l'intérêt de l'élève n'allait pas être, les intérêts de nos enfants n'allaient pas être assurés, parce que la situation est difficile dans les établissements, et que ce qui se passe finalement depuis lundi, c'est le symbole d'un manque de dialogue social. Et d'inquiétudes multiples, de tous, des familles, des enfants, des enseignants. Et dans tous les cas, je pense qu'il faut qu'on se recentre sur l'intérêt de ces derniers, c'est-à-dire des enfants. Et je partage complètement ce que Mme Manfrey vient de dire. Il faut qu'on se recentre sur les valeurs et les principes d'un service public. Il faut qu'on se reconcentre sur l'intérêt de l'élève. Oui. Après, est-ce que vous avez trouvé quelqu'un qui dit « Banco, on fait la réforme tout de suite ». On est toujours à vouloir repousser les problèmes auxquels on est confronté. C'est très bien, et qu'on y travaille collectivement. Il n'y a pas, contrairement à ce qu'a dit M. Méral, d'un côté l'administration et de l'autre côté les professeurs. Moi, on n'est pas en affrontement. On travaille avec les professeurs, on travaille collectivement pour faire évoluer un système, pour le transformer et pour répondre à une question de fond, comment aujourd'hui on fait société par l'école. D'accord, mais ce n'est pas ce qui vous est reproché là. Ce que j'entends, c'est qu'on vous dit vous auriez pu attendre un peu plus. On peut toujours attendre, et c'est la meilleure façon pour rien faire, et d'attendre éternellement. D'accord. Madame Amici. Oui, si je peux me permettre.
Entendons ce que nous disent aussi les lycéens. Ils la vivent, cette réforme. Leurs familles la vivent, mais les lycéens la vivent. Récemment, dans le centre d'information et d'orientation... Oui, je vais faire très court. Dans le centre d'information et d'orientation dont je dépends, qui est service public de l'éducation nationale, et au passage, Madame soulignait l'importance de l'information. C'est vrai que M. Blanquer a décidé de fermer pas mal, et en tout cas de supprimer ce service public de proximité. Un lycéen me disait, mais pourquoi est-ce que les enseignements de spécialité, on ne peut pas les garder tous en experts et en complémentaires comme on le fait pour les maths? Eh bien, on va juste aller pour conclure, François Coupe. Pourquoi? Il y a 10 secondes pour répondre. Pourquoi tous les enseignements de spécialité n'ont pas le même traitement que les mathématiques, c'est-à-dire pourraient se poursuivre en terminale, en expert ou en complémentaire? Parce qu'un choix a été fait. L'élève en choisit 3 en fin de seconde, il en garde 2. Oui, mais il peut garder les mathématiques en expert ou en complémentaire. Pourquoi ce n'est pas possible pour les autres enseignements de spécialité? Ça rejoint ce qu'évoquait tout à l'heure M. Méral sur les mathématiques. Bien. Au regard de l'enseignement de spécialité de mathématiques, derrière, en terminale, il a le choix entre complémentaire et expert. Bien, il y a encore d'autres... Ce n'est pas le cas pour les autres Donc le débat est encore ouvert. Il y a d'autres questions, évidemment. On voit bien que ce débat est large. Toutes les questions ne sont pas faites. Mais en tous les cas, merci à tous les cas d'avoir participé à ce débat. Et puis, évidemment, il y aura d'autres occasions de se réunir parce que cette réforme, elle va encore amener quelques interrogations. Merci en tous les cas à tous les 4. Merci. Merci, c'est fini. Je suis désolé, je vous coupe un peu vite, mais là...